Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. Merci de nous suivre en direct depuis chez vous ce soir. On est toujours ravis de vous accueillir à distance virtuellement au wagon sur Facebook. Ce soir, vous allez assister au dernier démodé de l'année, le 10e de cette année incroyable, je pense qu'on peut le dire. Et pour conclure cette année assez dingue, c'est nos étudiants et étudiantes du batch en Data Science qui vont ce soir clôturer donc la saison des démodés et vous allez assister aux 7 super projets qu'ils ont développés en équipe ces 10 derniers jours. Un petit mot sur le wagon pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas et qui sont chez eux, qui nous suivent à distance. Le wagon, c'est une école de code. On s'est lancé il y a 6 ans, bientôt 7 ans, à Paris. On a mis au point 2 formations assez intensives, une en développement web et l'autre en data science. Ces 2 formations sont faites pour des personnes qui veulent devenir développeurs, par exemple, et bien sûr aussi en savoir plus sur la data et devenir data analyst ensuite. On est maintenant présent dans 40 villes dans le monde. Le wagon a énormément grandi en 6 ans. C'est pas qu'une expérience pédagogique, c'est aussi une expérience communautaire. Et les étudiants qui sont ici et les étudiantes qui sont ici ce soir rejoignent une très très grande communauté, une communauté de 9200 alumni. Avant d'entrer dans le vif du sujet et de vous dévoiler leur projet ce soir, on va faire un petit flashback. Il y a 2 mois, ils se sont lancés dans une nouvelle aventure au wagon. Ils ont été dans une bulle, je pense qu'on peut le dire. Vous avez mangé wagon, vous avez dormi wagon, vous avez rêvé wagon, vous avez vu des algorithmes un peu partout, vous avez rêvé de Bruno, de Kevin, de Gaëtan, j'imagine, de vos profs. Et nous, on a été plus que ravis que vous rêviez de nous, bien sûr, et aussi de tisser, bien sûr, des liens avec vous, de vous avoir avec nous pendant 9 semaines, que ce soit en présentiel ou à distance. Et on est vraiment ravis de vous retrouver ce soir et de vous voir accomplir 9 semaines assez incroyables où vous êtes lancé un défi assez fou. Pour conclure ce petit flashback, c'est le moment, je crois, de leur faire un tonnerre d'applaudissements. C'est le moment de vous applaudir. Chez vous aussi, vous pouvez les applaudir. Vos familles vous regardent, donc je pense que vous pouvez les applaudir et les encourager ce soir. Il est temps de briller pour eux, il est temps de vous en mettre plein la vue. Et je vous propose de démarrer ce démodé avec un beau programme, et c'est Bruno, teacher en chef de la formation en data, qui va vous présenter les 7 groupes qu'il a suivis ces 9 dernières semaines. Merci Lamia. Ok. Ça va tout le monde ? Vous avez encore un peu d'énergie après ces 9 semaines ? Ouais, ok, tenez encore jusqu'à ce soir, après ça ira. Alors, on a 7 projets de dingue. J'espère que vous avez encore un peu de brain power. Il faut s'accrocher, ça va décoiffer. On commence assez fort, même très fort. Un projet d'intérêt général lié à l'adaptation au changement climatique. Il mélange imagerie satellite et réseau de neurones convolutionnels. Je vous présente le projet DrawFwatch avec Clara, Tom, Ludovic et Camille au Maroc. Bravo. Allô ? Ok. Bonsoir à tous. On est très heureux de vous présenter notre projet DroughWatch. DroughWatch, c'est un projet qui est collaboratif, qui a été lancé et présenté dans un congrès international de computer vision appliqué à l'agriculture. Et le but de ce projet, c'est de prédire l'état de sécheresse au nord du Kenya pour permettre aux compagnies d'assurance locales de mieux assurer des éleveurs de vaches qui ont peu de bétail, donc qui ont 1, 2 ou 3 vaches. Et pour ce faire, on est parti d'une base de données de 100 000 images au nord du Kenya. Donc on les voit ici. Et notre but, c'est de les classifier dans 4 classes qui sont 4 catégories d'état de sécheresse. Donc on a un niveau de précision qui est assez élevé, avec le niveau 0 correspondant à un endroit qui peut nourrir aucune vache,
Niveau 1 peut nourrir une vache, 2, 2 vaches et 3 vaches ou plus. Notre base de données est composée d'images satellitaires qui ont été prises par le satellite Landsat 8, qui capture au total 11 bandes spectrales, donc ce sont des longueurs d'onde. Donc en plus des bandes qu'on connaît, qui sont le rouge, le bleu et le vert, il va capturer également des bandes comme l'infrarouge, le panchromatique, etc. Et nous, à l'œil nu, on peut visualiser des images qui ont jusqu'à 3 canaux. Donc ici, par exemple, si on prend les bandes 3, 4, 5, qui sont le vert, rouge et infrarouge, on obtient cette image qui est d'une couleur fausse et qui permet en fait de nous donner des informations supplémentaires sur la localisation. Donc ici, par exemple, on a différentes combinaisons de 3 canaux, enfin 3 bandes spectrales. La première image, ce sont les vraies couleurs, donc on voit tel que l'on voit à l'œil nu. Et selon ce qu'on veut mettre en contraste, par exemple la végétation, le relief, la sécheresse, on peut utiliser différentes bandes spectrales. Je vais laisser la parole à Tom maintenant qui va faire une démonstration de notre modèle de prédiction. Donc, comme l'a dit Clara, en fait, on a un modèle qui est entraîné sur des images du nord du Kenya. Et en fait, c'est des images qui sont déjà labellisées par un centre de recherche. Donc, nous, notre objectif, ça a été en fait d'exporter nous-mêmes nos propres images avec Earth Engine et de les tester avec notre modèle. Donc, l'interface d'Earth Engine en fait, permet en quelques lignes de code assez rapidement de définir les variables qui nous intéressent pour l'export. Donc, on définit la date, notamment, la localisation aussi, en fait, donc longitude, latitude de la région qu'on va vouloir exporter, et les différentes bandes spectrales. Et donc, ça nous permet en fait d'exporter dans le bon format et dans les bonnes dimensions notre image. Donc là, on a déjà pré-téléchargé une image parce que c'était un peu plus rapide. Donc c'est une image en fait d'une région au nord du Kenya qui a l'air a priori assez aride. Donc on va en fait uploader cette image dans notre application et essayer de voir ce que notre prédiction nous dit. Donc voilà, donc là on a une classification 0, donc c'est-à-dire que notre algo nous prédit que c'est une situation de sécheresse dans cette zone. Donc concrètement, ça veut dire que en fait cette parcelle, sur cette parcelle, aucun éleveur ne peut élever de vaches parce que c'est une situation trop aride. Donc ça va permettre aux assurances de pouvoir envoyer en fait des vivres pour nourrir les vaches dans cette zone. Donc on a décomposé en fait visuellement cette image en 3 combinaisons de bandes spectrales pour visualiser un petit peu mieux, c'était ce que disait Clara tout à l'heure. Et en bas, en cochant la checkbox, on a une petite description, un rappel des différentes classes. Pour aller un petit peu plus loin, on s'est demandé ce que ça pouvait donner d'utiliser des images en fait, qui étaient hors du Kenya. Donc on a pris une image de l'Amazonie pour voir ce que notre algorithme pouvait nous prédire. Et donc ici, on a une classification 3, c'est-à-dire une zone plutôt fertile, a priori, ce qui paraît cohérent avec l'image qu'on a choisie. Donc je vais redonner la parole à Clara qui va vous expliquer comment marche notre modèle. Alors, donc dans la démo que Tom vient de vous faire, on a un modèle qui donne un score de 76%. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc si on n'avait pas utilisé de modèle, et vu qu'on veut prédire 4 classes, on avait une chance sur 4, donc 25% de chance de tomber sur la bonne classe. Or, avec notre modèle, on a dans 76% des cas, on est sûr que la prédiction est correcte. Et notamment, pour revenir au projet collaboratif, ça nous met en fait 5e dans le classement global de ce projet. Alors, pour vous expliquer comment on en est arrivé à là, donc on est parti d'une première approche avec le transfer learning. Donc qu'est-ce que c'est le transfer learning ? C'est en fait partir de modèles qui ont été pré-entraînés avec des millions d'images des millions d'images de la vie quotidienne et avec lequel on va appliquer 3 bandes spectrales.
Donc on a obtenu des scores qui étaient pas mal, mais vu que nous, nos données, c'était des images satellitaires, on a voulu aller plus loin. Donc on a construit notre propre modèle de réseau de neurones convolutionnels en prenant 7 bandes spectrales au total. Donc ce sont les bandes B2 à B8. Et on a obtenu ce score de 76%. Donc comment ça fonctionne? Ici, c'est l'architecture de notre modèle. Donc l'image de départ, c'est notre image satellitaire, va en fait passer dans plusieurs couches ici. Et dans chaque couche, donc par exemple en prenant la première, chaque couche va utiliser des fonctions en découpant l'image sur des carrés de 2 x 2 pixels pour trouver des schémas, des patterns, d'où le nom, et va faire cela en fait sur tous les carrés de 2 x 2 pixels sur l'image, d'où le nom en fait de convolution. Ensuite, dans chaque couche, on prend les poids des meilleurs schémas, donc les schémas, les patterns sont modélisés par des poids, et on va refaire la même chose avec les meilleurs poids dans la couche suivante, donc ainsi de suite. Et en fait, le résultat, ça nous donne une prédiction sur la classe, et avec la proba la plus forte correspondant à la classe, ça nous donne la prédiction de notre image, donc que ce soit 0, 1, 2 ou 3. C'est un modèle qui est assez robuste, qui a pris au total plus de 423 000 paramètres. Et donc pour ce faire, en fait, on a eu besoin d'outils technologiques, notamment donc, pour l'entraînement du modèle, on est passé par un GPU de Google Colab et ainsi que l'AI Platform de Google Cloud Platform. Et pour tout déployer en ligne, on a utilisé Docker et Kubernetes. Voilà, donc nous, pour aller plus loin, on voudrait dans une next step, en fait, connecter notre modèle directement à une API de Google Earth Engine pour pouvoir en fait faire des prédictions de sécheresse en temps réel et aussi en fait essayer d'améliorer notre fameux score de 76%. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Franchement, bravo, c'était génial. Si vous en avez eu plein les yeux, gardez-les ouverts, on en a encore. Après la reconnaissance d'images, donc des objets en 2 dimensions, on monte d'un cran. En niveau de complexité, on va essayer de prédire des vidéos. Donc on va essayer de prédire des vidéos en 3 dimensions. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie, vous me direz? Eh bien, selon moi, une invention n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est l'utilisation qu'on en fait qui emporte le potentiel. Jugez-en donc par vous-même avec le bien nommé Project Minority Report par Camille, Hélène, Alice et Gabriel. Okay. Have you ever dreamed of predicting the next big thing, say a crime? Well, that's exactly what we set out to do with our Project Minority Report. I'm going to take a little step back because, as you will see, it's quite an ambitious project and a little bit of a challenge to tackle in a mere 2 weeks. But we gave it our best shot. So over the years, cities have done their best and have started to use predictive statistics and more recently data science to better predict the occurrence of a crime. Using the NYPD's crime database from 2007 to 2019, we set out to create our own predictive model. Our goal was to produce something that looks a little bit like this map, basically a prediction that looks somewhat like that. Where will the next crime occur? So it's basically technology like this that has allowed New York to now call itself one of the 3 safest cities in the USA. Something we can basically show with our first exploratory analysis. Here on the heat map, we can see the stark decrease in crime when we look at 2007 going down to 2019, and on the line graph as well, 2008, with clearly the highest frequency of crime, down to 2019 with the lowest. Due to the huge nature of our data set, 7 million rows to be exact,
we chose to focus on the 75th precinct in Brooklyn. Why the 75th precinct? Well, basically, because it has the highest amount of crime overall. And more importantly, when we compared basically all of the months in our data set for every single precinct in New York, the 75th precinct took the top 10 spots, all of them. So how did we tackle this problem? And this is where Camille steps in. So our main challenge was first to go from continuous values to discrete values. Here, we chose to focus on 3 dimensions: longitude, latitude, and time. So we need to translate our data set into a map of when and when the crimes occurred. To do that, we created buckets in time and in space. Then, what happens when one crime occurs? We know that the probability of a second crime occurring in a small perimeter in the few days after is quite high. So we needed to represent that probability with a Gaussian filter. But what is a Gaussian filter? A Gaussian filter smoothes actually the intensity of the crime so that it spreads in time and in space. Here we have a Gaussian filter in longitude, latitude, and in time. After that, we needed to reduce the size of our images. Actually, we just size down in longitude and latitude, and we also size down in time, so that we could fit the data in our model. Here, so what did we put in our model? We put a video of crime in space and time, and the model has to predict the next sequence of that video. So, to sum up, what did we have? We first came from a data set. Then we put our crimes in buckets in time and space. We put all of that data into the Gaussian filter that smoothes the data. We resize a little bit the images in order to fit in the model. And now Ellen is going to explain what model did we use. Exactly. So all of this was actually to be able to have an input small enough so we can feed our model. So what kind of model did we use? We chose to go for a deep learning model, and more specifically, a convolutional neural network. So as you can see here on the left, we have our input, which is a cube, okay, a 3D cube, and then we have as an output a 3D cube. What you see in the middle is our model architecture. But our model architecture is based on a system that we decided to use, autoencoding. So autoencoding is basically something that allowed us to go from like the same shape as an input and the same shape as an output. We needed to have a 3D input and a 3D output, okay? So this is just the theory, but now let's have a bit of a look in practice. So in practice, this is our input, as you can see, and we chose to have 14 time frames of 24 hours. And then as an output, we wanted to predict 2 time frames of 24 hours. So it's 2 weeks as an input and 2 days as an output. And this was processed through our CNN model, our autoencoding, and we got all of this. So now you may be like asking yourselves, why is it that complicated? We have a bit more complexity than a classical CNN model, because we're trying to predict not only just a class, like some of you may know, like you're trying to classify something such as like a cat or a dog, and you give images to your model. We're trying to predict every pixel that you can see here on the images. So that's a lot more complex. So now, we actually run a model for you guys. We train one, and we want to show you the prediction that we got. So the prediction is a bit more visual than what you saw in the previous slide. We injected our prediction in a map. And in the map, you can see 2 types of shades. The first one, the green one, is our prediction. And the red one is the reality. So now,
Is it good? Is it bad? Is it precise, accurate? We needed to be able to compare the results we got. So for that, we used a baseline model. And the baseline model that we used, next slide, is actually something that predicts the average of crime intensity on the two image outputs that we chose before. And the result is we are 34% better than the baseline model. So it's really good. And voila. So the next steps, as you may have seen, we didn't actually build a product. We more worked on a research angle. So we could have gone way further, but because of the time, we could not analyze, for example, we could have compare the crime level, the type of crimes in our analysis. And we could also have built products such as for example, on an angle of B2B, we could build sell our model to police stations so they could anticipate and send police troops at the right moment in the right location. Or on a B2C level, we could also potentially build an app with a map where we could help people walk home safely. So guys, thank you very much to Alice, thank you very much to Camille, and thank you very much to Gabrielle for this amazing 2 weeks working together. And thank you for listening, and also thank you to all the teachers and Le Wagon in general. Un, deux, un, deux. Ok. Damn. J'ai rarement vu un projet comme ça. Au wagon, on fait dans le PhD maintenant, c'est nouveau. Ok. Bon, on reste dans le domaine de la dark data, mis au service du bien commun. Après les crimes, les accidents de la route. Les accidents de la route, avec Théo, Zachary, Léonard et Clément. Je vous demande de les accueillir bien fort. Un, deux, un, deux. Ok, ça marche. Donc, bonjour à tous. Nous, on est le projet Car Crash, merci. Et on s'est intéressé aux accidents de voiture en Californie. Alors, pourquoi la Californie ? Il faut savoir qu'en fait, la Californie a un taux de mortalité sur les routes qui est 2 fois supérieur à celui de la France. Donc, on trouvait intéressant de se pencher dessus. Et aussi parce qu'on a trouvé un dataset sur la Californie qui était très, très intéressant. Ce dataset, il est intéressant pour plusieurs raisons. De un, c'est un dataset qui répertorie 9 millions de collisions. Donc, c'est vraiment quelque chose de massif. Le dataset, il couvre aussi une période intéressante qui va de janvier 2001 à octobre 2020. Donc, on a des données récentes et qui couvrent une grande période. Et c'est aussi un dataset qui foisonne de features, c'est-à-dire qu'on a des données sur est-ce que la personne qui conduit est alcoolisée, droguée, quel est son âge, quel est son sexe. On n'a pas pris cette feature, je vous rassure. Quel est l'âge du véhicule. On avait une pléthore de features à explorer et on a trouvé intéressant de se pencher dessus. Voilà. On peut passer à la... on a une petite phase d'exploration du dataset qui était assez longue, un peu fastidieuse, puisqu'il fallait trouver des features d'explication. Donc c'était... Voilà, une partie importante de notre projet. Et on a trouvé un pattern intéressant, notamment sur la saisonnalité des accidents. C'est-à-dire qu'on a remarqué, là on vous a fait une petite représentation graphique, chaque courbe représente une journée de la semaine. Et en ordonnée, vous avez la densité d'accidents et en abscisse, l'heure de la journée. Donc on remarque, sans trop s'étonner, qu'on a un pic d'accidents dans la matinée et en fin de journée qui correspond grosso modo au départ et au retour du travail. Et aussi un petit outsider qui correspond à la fin de la nuit du week-end, du vendredi soir et du samedi soir. Donc on peut imaginer plein de choses dessus, peut-être la picole notamment. Ça nous a amené du coup à explorer cette piste de la saisonnalité et on s'est dit tiens, est-ce qu'on pourrait pas se pencher sur la question de prédire la sévérité d'un accident, c'est-à-dire dans le cas d'un accident, est-ce que cet accident va être grave ou non. Donc il faut bien garder à l'esprit pour la suite de la présentation que c'est une probabilité qui est conditionnelle, c'est-à-dire que tout ce qu'on cherche à prédire, c'est dans le cas d'un accident, est-ce qu'il va être grave ou pas.
Et pour ça, on s'est inspiré des données temporelles de notre dataset. Donc, on a fait en fait une application qu'on va vous montrer maintenant. Voilà, on a un petit lien. Cette application, elle propose un formulaire à remplir par un utilisateur. Donc, l'utilisateur va rentrer un point de départ, un point d'arrivée, un jour de la semaine où il souhaite faire son déplacement et l'heure de son déplacement. On va ensuite, du coup, obtenir une prédiction qui nous ramène un score de sévérité qui va être compris entre 1 et 100. Donc 1, il faut imaginer que dans le cadre d'un accident, j'ai à peine rayé mon pare-brise, et 100, il y a plusieurs personnes qui sont décédées. Donc on a une carte avec notre déplacement, donc on peut voir voilà, notre trajet en direct, et un score de sévérité. Donc là, on avait, donc pour un... Est-ce que tu peux remonter un petit peu plus haut, voir? Donc pour un trajet entre le Disney Concert Hall et Venice Beach, un lundi à 9h, on a un score de sévérité qui est de 3,66. C'est un score qui est interprété objectivement, c'est-à-dire que c'est que les facteurs exogènes qui vont être responsables de ce score, mais on a trouvé en explorant le dataset des coefficients qui allaient aggraver ce score, notamment l'utilisation par exemple d'un téléphone en kit main libre, l'utilisation d'un téléphone à la main, voilà, un petit verre de rouge ou deux, on ne sait pas, et puis s'injecter du plomb, visiblement ça n'aide pas. Et aussi une combinaison de facteurs qui vont aggraver l'accident. Un petit point sur comment il fonctionne notre projet. En fait, on a l'utilisateur qui est ici, qui du coup remplit un formulaire sur une interface Streamlit qui est générée avec Streamlit et qui est hébergée sur Heroku. La carte que vous avez vue, c'est une carte qui utilise Mapbox. Et Mapbox, toute la cartographie, elle est faite avec OpenStreetMap. Ça va être important pour la suite. Donc, ils rentrent des coordonnées en langage humain. Ensuite, nous, on appelle l'API de Google Maps pour transformer ces coordonnées en coordonnées GPS. Ces coordonnées GPS vont ensuite être envoyées à une autre API, qui est l'API de OSRM, qui est une API d'itinéraire qui se calque aussi sur OpenStreetMap, ce qui fait qu'on a une cohérence en fait, entre Mapbox et OSRM. Ensuite, on va envoyer cette information d'itinéraire dans le back, dans lequel on a un modèle en fait, qui tourne dans le Google Cloud. Ce modèle va renvoyer l'indice de sévérité, donc notre prédiction. Et on a fabriqué une API avec Fast API qui permet de recommuniquer cette information dans le front, là où l'utilisateur va pouvoir voir l'indice de sévérité de son accident. Pour expliquer cette partie un petit peu qui se passe dans le cloud avec notre modèle, je vais laisser parler Léonard, qui va vous expliquer tout ça. Merci Théo. Donc effectivement, on va parler un petit peu de ce qui se passe derrière, donc comment est-ce qu'on processe notre data. Donc comme l'a dit Théo, notre API, enfin, non pas notre API, mais l'API nous renvoie donc un trajet avec une succession de routes tout simplement. Et pour chacune de ces routes-là, notre modèle, il va se poser plusieurs questions. Premièrement, il va se poser la question de savoir s'il connaît cette route-là, oui ou non. Et s'il la connaît, il va se demander s'il a des données historiques pour ce jour, cette combinaison de jours et d'heures-là. Et en fonction de la réponse à ces questions-là, il va appliquer différentes méthodes. Donc soit il va prendre une moyenne des routes connues, soit il va prendre une moyenne des données historiques pour cette route-là, soit s'il connaît la route, mais qu'il n'a pas de données historiques pour ce jour et cette heure-là, on va appliquer un modèle de machine learning, un random forest regressor, pour arriver à prédire l'indice de sévérité de collision sur ce tronçon de route-là. Et donc, à la fin, on se retrouve avec toute une liste d'indices de sévérité de collision, et on va simplement faire une moyenne de ces indices-là pour tout le trajet, qu'on va pondérer à la distance passée sur cette route-là dans le trajet. Et à la fin, donc c'est comme ça que vous avez pu voir dans la démo qu'on a un indice de sévérité global. Donc ce projet-là, on l'a mené sur 2 semaines. Il y a évidemment énormément de pistes qu'on aurait aimé pouvoir explorer, notamment principalement changer la granularité du projet, parce que là donc, on fait une prédiction route par route, mais par exemple en faisant une prédiction type de route par type de route, on aurait pu augmenter le nombre de variables qu'on met en jeu dans notre algorithme, augmenter le nombre de features, ce qui aurait pu, pourquoi pas, aussi permettre d'accroître le poids du machine learning dans ce projet-là. Donc voilà, c'est une piste à explorer. Merci à tous pour votre attention. Merci à tous les TA et à tous les professeurs pour leur assiduité et leur soutien moral durant ces 9 semaines et spécifiquement ces 2 semaines. Et merci à vous.
Merci les gars, c'était génial. Vous m'avez fait bien rire. Bon, on redescend sur Terre un petit peu 2 minutes. On arrête les projets futuristes. Au Wagon, on fait aussi des projets avec des partenariats avec des entreprises publiques comme la BPI. Le projet qui suit, en plus, a le mérite de s'inscrire dans une continuité du batch d'avant, qui avait déjà commencé un partenariat avec la BPI, donc là on l'a continué. Merci d'accueillir chaleureusement Clémence, Florent et Catherine pour le projet Deep for Deep. Merci Bruno. Alors, d'abord, qu'est-ce qu'une deep tech? Une deep tech, fondamentalement, c'est une entreprise qui s'attache à amener sur le marché, j'ai un problème de micro ou pas? Qui s'attache à amener sur le marché une techno qui n'est pas encore mature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va mettre du temps avant de pouvoir avoir des revenus, elle va avoir un long time to market, ça veut dire qu'elle va devoir consommer beaucoup de fonds. Ensuite, comment on sait si une entreprise est une deep tech ou pas? Alors, parfois, c'est évident. Alice & Bob fait du calcul quantique. Bon, ils vont pas avoir un produit tout de suite. C'est une deep tech, c'est direct. Doctolib, on l'utilise tous les jours. C'est des technos qui existent. Ça, c'est pas une deep tech. Parfois, c'est un petit peu plus compliqué. Par exemple, Flying Whales, qu'on voit là-haut, c'est des dirigeables. Vous demandez à un expert, il va vous dire « Ah oui, c'est une deep tech ». Puis vous demandez à un autre expert, il va vous dire « Bah non, c'est pas une deep tech, c'est des vieilles technos et tout ». Donc, il y a vraiment une grosse zone grise entre les deux sur lesquelles on ne peut pas labelliser précisément les deep tech. Alors ensuite, question suivante, pourquoi nous, on s'est intéressé à la deep tech? Et qu'est-ce que j'ai dans la main? Eh bien, on s'est intéressé à la deep tech parce que, quelque part, dans un grand château, il y a un prince qui dit « To be deep tech » or not to be deep tech. Et il se dit ça parce que, en réalité, il s'appelle Nicolas, il est au 8 boulevard Haussmann, et il travaille donc à la BPI, comme l'a dit Bruno. Et en fait, son enjeu, c'est que si c'est une deep tech, il va lui donner des subventions, si c'est une deep tech française, ou des prêts. Si c'est une deep tech étrangère, il va l'intégrer à son benchmark. Il va se dire, ah bah, je peux comparer cette deep tech allemande à mes deep tech à moi. Pour en savoir plus. Donc pour lui, c'est vraiment important dans son boulot au quotidien. Et c'est tellement important qu'il y a un projet précédent qui s'est déjà intéressé à la question et qui a essayé d'aider Nicolas à savoir si les entreprises étaient deep tech ou non. Donc cette équipe, elle a fait quoi? Elle a extrait des informations de la database Dealroom, qui donne en fait des informations sur les entreprises, et ils en ont sélectionné 16 features pour leur modèle. Et leur modèle leur a donné une precision de 71% et un recall de 58%. Mais alors, dans notre cas, qu'est-ce qu'un modèle avec une bonne precision ou un bon recall? Dans notre cas, un modèle qui a une bonne precision, c'est que quand le modèle nous dit « cette entreprise, c'est une deep tech », c'en est une. En revanche, quand c'est un modèle avec un bon recall, c'est un modèle qui ne rate aucune deep tech. Donc, dans notre cas, le client a une priorité actuellement qui est de travailler sur les benchmarks internationaux. Donc, on a plus focusé sur les precision tout en maintenant un bon recall. Pour répondre à ce challenge qui est double et également à cette question assez philosophique de Nicolas, nous avons lancé 3 chantiers en parallèle qui se sont finalement branchés au fur et à mesure. Donc, dans l'état d'esprit de Noël, et parce qu'au Wagon, on aime bien les surprises également, on va vous dévoiler les scores au fur et à mesure des branchements. Donc, sans plus attendre, attaquons le premier chantier. Le premier chantier qui consiste à améliorer le modèle existant. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ça s'est fait en 2 étapes. La première étape, c'était une amélioration de la qualité de données de Dealroom. Donc, on a extrait de Dealroom des nouvelles données actualisées. Nous avons passé au crible ces informations, comme en fait un enfant qui épluche les catalogues de jouets avant Noël. Et nous avons sélectionné 6 features. Pourquoi ces 6 features? Parce que ces 6 features permettent de couvrir la dimension financement, mais également la dimension time to market. Et nous avons pu l'améliorer, notamment grâce au scrapping LinkedIn. Dans une deuxième partie, dans le travail qu'on a fait sur le choix du modèle, mais également l'optimisation du modèle, on a choisi le Random Forest. Et le Random Forest nous a permis d'avoir une precision de 69% et un recall de 64%. Merci Catherine.
notre deuxième chantier s'est focalisé sur les profils des employés. Donc pour ça, on est parti à la pêche au CV. Et quel meilleur endroit que LinkedIn pour faire ce genre de choses, même s'il y a des sérieux challenges posés par LinkedIn. Pourquoi les profils? Parce que c'est des boîtes très technologiques avec un fort lien avec des laboratoires académiques, des instituts. Donc il y a forcément beaucoup de richesse dans le fait de savoir qui travaille dans ces entreprises. Donc la première étape, c'est sur les pages des entreprises, être capable de récupérer les liens des profils des employés et aussi les job titles, où il y a déjà beaucoup de richesse et d'informations. Donc on a fait ça sur 1200 entreprises. Et à partir de là, ça a fourni 22 000 profils. Et vu les challenges par rapport à LinkedIn, il fallait vraiment se focaliser sur ce qui avait le plus de valeur. Et donc, on a scrappé l'information sur 1700 founders et membres de l'équipe dirigeante parce que c'est sur ces profils-là qu'il y a le plus de richesse, par exemple. En jaune, certaines des choses sur lesquelles on accroche, donc CNRS, PhD, publication, tout ça, c'est des choses où après, ça va beaucoup nous aider, notre prédiction. À partir de toute cette donnée, on a généré des nouveaux features et notamment un des features les plus puissants, ça a été le pourcentage d'employés dans l'entreprise qui sont des employés à caractère technique, qui ont un boulot très technique. Donc avec toutes ces données, ensuite, on a pu brancher ces nouveaux features au modèle de Random Forest dont Catherine a parlé et ça a permis une augmentation pour atteindre une précision de 75% et un recall de 72. Donc, premier chantier et deuxième paquet cadeau ouvert. Donc, à ce stade, on a traité avec Dealroom les données de funding et de time to market. On a traité avec LinkedIn les données sur la technicité des employés. Maintenant, on va s'attaquer à comment l'entreprise parle d'elle-même. Pour ça, on a commencé par collecter des courts textes de description de l'entreprise, en général rédigée par l'entreprise elle-même. On a d'une part la description qui est dans les métatags des sites internet, donc qu'on a scrapé, il n'y en a pas toujours. D'autre part, on a la tagline de Dealroom. Là aussi, c'est un feature, c'est un champ dans l'API Dealroom qui n'est pas toujours là. Mais on a concaténé les deux. Vraiment, on les a juste mis l'un à la suite de l'autre. Et ça nous permet d'avoir de la donnée pour la majorité des entreprises, soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Ensuite, le texte, c'est bien sûr une donnée non structurée, donc on a eu pas mal de pré-processing à faire. On a enlevé tout ce qui n'avait pas tellement de signification, les chiffres, la ponctuation, etc. Ensuite, on a changé la phrase en une liste de mots, et puis il a fallu vectoriser ces mots. Donc là, on a eu besoin, ce qu'on voit là-haut, le GloveWiki GigaWord 300, c'est un premier modèle qu'ont entraîné d'autres que nous. Ils l'ont entraîné sur Wikipédia et sur un corpus de news qui s'appelle GigaWord. C'est un dictionnaire de 400 000 mots, donc c'est du transfer learning d'un modèle préexistant qui nous a permis de passer de nos mots à des vecteurs. Ces vecteurs-là, ils nous ont permis d'entraîner un second modèle avec les labels Deep Tech ou pas Deep Tech que nous a fourni Nicolas dans son château du boulevard Haussmann. Il a travaillé pour nous en labellisant les Deep Tech. Et avec ça, on a pu entraîner un modèle qui est un réseau de neurones de type Recurrent Neural Network, qui sont ceux qu'on utilise en général pour le texte, qu'on a dans les téléphones pour prédire le prochain mot qu'on va écrire. Et c'en est un qui est le Long Short-Term Memory Network, le LSTM. Une fois qu'il était bien entraîné, ce modèle, il nous a permis de faire des prédictions. Et on a une API qui est publiquement accessible et que vous pouvez utiliser quand vous montez une start-up pour voir si elle va être perçue comme Deep Tech et qui nous permet de faire des prédictions. Là, on voit donc Alice and Bob, plus de 70% Deep Tech, Doctolib 7%, Flying Whales, donc la zone grise de tout à l'heure, 51% effectivement. Et puis on a essayé sur le wagon où on voit que le wagon n'est pas Deep Tech, mais quand même en connaît un petit rayon. Donc une fois le NLP intégré, on va pouvoir continuer le calendrier de l'Avent. On a un bon score déjà sur le modèle NLP tout seul. En prenant juste ces petits snippets de texte, on a déjà un score de 81% sur nos données, bien sûr en séparant bien les données d'entraînement des données de diagnostic. Et ce qui devient intéressant, c'est quand on fait voter nos deux modèles ensemble. Donc là, en plus, on peut les faire voter de plusieurs façons différentes. Si on veut maximiser la précision, comme c'était le cas pour nous, on va les faire voter en prenant le minimum des deux choix.
Donc, il va retenir que ceux qui vraiment convainquent. Et là, on obtient une précision de 91%, donc plus de 20% d'amélioration. On était contents et on a eu ces chiffres il y a 2 heures. Pour finir, c'est donc, alors on a un rendu un peu vie réelle avec bien sûr des repos GitHub et de la documentation, une API en accès public qui est stockée qui est mise en ligne avec Docker, FastAPI et GCP. En plus de ça, la semaine prochaine, on présente à notre client, donc de la BPI, Nicolas, et à son équipe, y compris sa boss, le travail qu'on a fait. Et ce qu'on espère, c'est qu'ils vont l'intégrer dans leur travail à eux. Et surtout, d'abord, merci à l'équipe du batch précédent qui nous a passé le relais et qui nous a aidés dans ce projet. Et puis, on espère, nous aussi, pouvoir passer le relais à une prochaine équipe du wagon. Merci beaucoup à tous les trois. C'était super intéressant et très pédagogique. Alors, toujours dans le registre du partenariat, le projet qui suit va vous montrer comment on peut très concrètement, en moins de 2 semaines, aider une startup, cette fois, à améliorer son business model en analysant toutes ses données clients au peigne fin. Le projet Keep Me est porté par Pierre, Hugo, Léo et Abderrahman. Allez, bon courage. Bonjour tout le monde. Alors donc, notre projet, c'est Keep Me. Et Keep Me, ce projet, on l'a réalisé pour Scalo. Scalo, pour la petite histoire, c'est issu du wagon également. Et Scalo, en fait, aide les professionnels et les commerçants de tout type à planifier leur staffing. Par exemple, si je suis restaurateur, Scalo va m'aider à faire mon planning de la semaine prochaine, à faire mes fiches de paye et tous ces genres de choses de la logistique et du quotidien d'un manager en tant que tel. Et donc, Scalo, bien sûr, ils ont besoin d'avoir de nouveaux clients, mais ils ont aussi besoin de garder ces clients. C'est un gros enjeu pour eux. Et c'est à cette problématique-là, précisément, qu'on a voulu adresser. Le projet, donc, c'est d'aider Scalo à identifier les potentiels churners et les causes du churn. Et le churn, c'est quoi? On va le définir maintenant. C'est tout simplement le taux de perte des clients sur une période donnée. Pour traiter ce problème, on a eu accès au dataset de Scalo avec plein de données, et c'est notre ami Pierre qui va vous les présenter. Merci mon ami Hugo. Pour être habillé totalement comme toi, je vais ouvrir ma chemise. Bonsoir à tous. Alors oui, donc on a eu la chance d'avoir accès à pas mal de data côté vraiment beaucoup de data, c'est-à-dire qu'ils nous ont donné accès à une dizaine de tables qui contenaient en tout 200 features au total. Donc une feature, pour rappel, c'est les informations qu'on peut avoir sur une organisation, sur un shop, sur une transaction. Donc, on a passé notre première semaine de projet, donc la moitié de notre projet, à explorer cette data telle des Indiana Jones de la data. On a sélectionné, avec l'aide de Scalo, une trentaine de features qui nous paraissaient pertinentes pour nourrir ensuite notre modèle, et qui sont ici en bleu. Et on a également rajouté, construit nous-mêmes 10 nouvelles features, ici en vert, à partir de features existantes. On a également créé le Y, qui représente en fait le statut du client chez Scalo. 0, le client est actif. 1, le client n'est plus actif chez Scalo. Donc voilà, donc, le but du jeu, ça va être de partir de ce dataset-là pour donner à Scalo une probabilité de churn pour ces clients qui sont encore actifs. Effectivement, les clients qui sont partis. Et donc, on va utiliser un modèle de classification. Alors, pourquoi un modèle de classification? C'est très simple, parce qu'on va essayer de classifier est-ce que le client va être churner ou non churner. Et donc, on est parti sur un gradient boosting classifier. Alors, derrière ce nom un peu barbare, c'est assez simple. C'est un modèle qui prend un ensemble d'arbres de décision et qui va faire un apprentissage séquentiel. Donc, arbre après arbre, les arbres suivants vont apprendre des erreurs des précédents et on va essayer de prédire les erreurs des arbres précédents. Et à la fin, l'output du modèle, ce que sort le modèle, c'est binaire, c'est 0, le client va rester, 1, le client a churné.
Mais comme vous le voyez, 0,1, ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette probabilité de churner. On va essayer de prédire sur les clients encore actifs, est-ce qu'il va churner ou non. Et on a de la chance, c'est qu'en fouillant un peu sous le capot du modèle, under the hood en anglais, on arrive à avoir en fait une étape intermédiaire dans la classification opérée par le modèle. En fait, le modèle, il fait lui-même un calcul de probabilité. Est-ce que c'est un 0? Est-ce que c'est un 1? Et si la probabilité est assez grande, il va dire 1. Si elle est assez faible, il va dire 0. Et c'est cette probabilité qu'on va essayer de sortir et d'utiliser pour Scalo. Donc, cette probabilité, on ne va pas l'utiliser comme ça. Effectivement, on va d'abord essayer de mesurer la qualité de classification du modèle. C'est-à-dire qu'en gros, on a pris tous les clients Scalo, on a calculé une probabilité de churn pour tous ces clients-là, on a ordonné les clients par taille de probabilité, par la valeur de cette probabilité, et ensuite on a appliqué un fil de couleur, churner ou non churner. Et on a vérifié que les churners étaient bien à gauche en rouge avec une grosse probabilité, et les non churners en vert en droite avec une faible probabilité. Donc là vous allez me dire, oui mais Pierre, il y a quelques erreurs. Alors oui, il y a des erreurs. C'est normal, c'est un modèle. Donc il y a quelques petites erreurs rouges que vous pouvez voir, donc en fait des clients qui ont vraiment churné et qui ont une faible probabilité de churn, pas de chance, des erreurs du modèle, ça arrive. Mais également il y a des clients en vert, donc qui n'ont pas churné mais qui sont à gauche, qui ont une forte probabilité de churn. Alors là, est-ce que c'est des erreurs du modèle? Peut-être, mais c'est peut-être des clients qui ont tout l'air d'avoir des profils de churner et sur lesquels Scalo devrait s'atteler. Donc voilà, donc là, on a essayé de mesurer la qualité de cette classification de modèles. Et la métrique reine pour mesurer cette qualité, c'est le ROC AUC. Et le ROC AUC qu'on est arrivé à trouver pour notre modèle est de 89%. Donc en gros, dans 90% des cas, le modèle arrive à bien classifier churner ou non churner. Mais on ne va pas s'arrêter là. Parce que la classification, c'est intéressant. Maintenant, on veut savoir si le score que notre modèle renvoie est intéressant. Est-ce qu'il est interprétable? Est-ce que si je dis « Ah, ce client-là, il a un score de 0,25 », ça veut dire qu'il a vraiment 25% de chance de churner. Et on va essayer de faire approcher au plus ce score d'une vraie probabilité en calibrant notre modèle. Comme on peut voir ici, au début, c'était notre modèle. Il n'était pas calibré, un peu triste. Un score de 0,25, ça nous sortait en fait, quand on regardait tous les clients du dataset qui avaient un score de 0,25, on trouvait que 50% de churner parmi ça. On aurait dû en trouver justement 25%. Donc il y avait une erreur. Donc on a recalibré tout notre modèle, essayé de faire fitter au mieux cette courbe bleue vers cette courbe en pointillé, et à la fin, notre modèle calibré avait à peu près cette tête, donc c'est pas parfait, on n'est pas parfaitement sur la courbe, mais vous voyez qu'on arrive bien à reproduire un peu une probabilité. La courbe est croissante, et on voit bien que vers 0,4, voilà, j'ai un score de 0,4, j'ai 40% de churner avec un score de 0,4. Donc on peut dire mission accomplie là-dessus. Notre score, il est robuste, il classifie bien. Et donc maintenant, on peut le donner aux équipes de Scalo. Et selon la valeur de ce score, ils peuvent prendre différentes actions. Plus le score est élevé, plus la criticité du churn du client est élevée également. Et donc, ce score, c'est le premier output du modèle. Mais pour aider Scalo, on a sorti un deuxième output qui est la feature importance. La feature importance, c'est quoi? C'est quelles sont les caractéristiques d'un client qui sont les plus importantes pour expliquer du churn. Est-ce que, par exemple, si notre client est chez Scalo depuis un long moment, il va peut-être avoir moins tendance à partir de Scalo, puisqu'il est plus utilisateur du programme, il a appris à utiliser le programme. Et donc, ces features important, on les a classés, on a gardé le code couleur de l'origine. Et si vous vous rappelez bien, les features en bleu, c'est celles qui étaient à l'origine dans le dataset, et les vertes, c'est celles qu'on a ajoutées, nous, à partir de calculs, à partir de composition d'autres features. Et à la fin, là, on a sorti le top 10 donc, des features les plus importantes. Et on va vouloir que Scalo puisse les utiliser. C'est-à-dire que Scalo a son score au début de la semaine, les sales sont leur score des potentiels churners. Comment maintenant on utilise ce score et comment on traite ce risque. Un premier axe qu'on a identifié, c'est celui de l'onboarding et de l'engagement des clients. Ce qu'on a vu, c'est que, et c'est ce que vous voyez d'ailleurs sur ce graphe, c'est que les churners ont tendance à churner au début du contrat. La médiane, donc 50% des churners partent partent au sein des 6 premiers mois de leur engagement. Et en particulier, vous voyez ce petit piquant à gauche qui se situe autour de 3-4 mois. En particulier à cette période, il y a un gros risque de voir le client partir. Donc ce qu'il faut, c'est vraiment, sur ces 6 premiers mois, accompagner le client et l'aider à utiliser notre produit et à l'impliquer dans notre produit. Et en effet, c'est ce qu'on a pu vérifier par la suite, c'est que
quand les clients n'utilisaient pas le compteur de congés payés, ou alors pas le template, ou alors pas la demande de disponibilité, qui sont des fonctions un peu clés de ce planning personnalisé, ils auront tendance à plus churner. De la même façon, ce qu'on a pu voir, c'est que si le manager ne peut pas directement via l'app envoyer des SMS, des notifications, envoyer des mails à ses employés pour l'informer du planning de la semaine suivante, pour l'informer que sa fiche de paye est disponible, etc., quand l'app Skello ne dispose pas des informations de contact des employés, eh ben, on a plus de churn. Donc vraiment, l'enjeu, c'est pour Skello, quand on identifie ces problèmes-là, c'est de les traiter et c'est de dire, pour les coachs, d'aller accompagner les clients à bien utiliser l'app Skello. Et ça, on peut l'identifier à partir de notre modèle. Un second aspect, c'est, et là-dessus, c'est vraiment juste un autre exemple, on a plein de features à montrer, mais ce deuxième aspect, c'est le profil du client. Profil du client, là, ce qu'on voit, c'est en fonction de l'industrie du client, il va avoir plus tendance à churner. Et c'est des insights très intéressants pour Skello sur l'utilisation de leurs produits. On peut se dire qu'à droite, le commerce, l'hébergement sont des secteurs qui ont tendance à moins churner, donc à moins partir. Et potentiellement, ça veut dire qu'ils utilisent plus facilement ou ils utilisent plus le produit Skello. À l'inverse, l'industrie ou la restauration peuvent attirer un peu plus la vigilance des coachs de Skello, des sales, pour vraiment les accompagner. Ça, c'est un autre aspect qu'on a identifié. Et malheureusement, cette minute oblige, on n'a pas pu parler de toutes les features qu'on a identifiées. Néanmoins, on a voulu que Skello puisse quand même les utiliser. Et c'est pour ça qu'on leur a mis en place un package constitué de notre fameuse pipeline avec le pré-processing, la création des nouvelles features, etc. et le modèle. Donc, on a packagé tout ça dans une pipeline et on a documenté tout ça sur les features qu'on a créées, comment on les a créées, comment on a cleané les données, et sur la fameuse feature selection qu'on a sortie. Comme ça, avec ce package, dès la semaine prochaine potentiellement, les sales de Skello peuvent avoir leur liste de potentiels churners, de clients à risque en quelque sorte, et la traiter. Et un second point, c'est les axes d'amélioration qu'on a identifiés pour Skello. À nouveau, en 2 semaines, on n'a pas pu tout faire, mais on a commencé à réfléchir aux axes d'amélioration pour Skello. Ça peut être de mettre à jour ces données, puisque c'est des données temporelles. Donc, ça veut dire que la semaine prochaine, le risque de churn pour un client donné ne sera pas forcément la même. Ça va évoluer, la dynamique est intéressante. C'est un premier axe d'amélioration. Et le second, c'est d'exploiter de nouvelles données. Si on a de nouveaux produits qui sont développés, si on a de nouvelles données qui sont cleanées par Skello, notamment par exemple les données de connexion des utilisateurs dont on ne disposait pas, c'est un tas de choses qui vont pouvoir nous aider à préciser notre modèle, à densifier à nouveau notre modèle et qui vont aider Skello à être plus efficace. Donc voilà, ça, on va leur présenter la semaine prochaine. On est convaincu que ça peut les aider à réduire ce risque de churn. Et voilà pour notre projet. Merci à tous, merci beaucoup, merci le wagon, et je passe la parole. Eh bien, merci à l'équipe Keep Me. Me voilà rassuré sur votre future recherche d'emploi. Je pense que vous avez fait une super démonstration de ce qu'on peut faire avec des données réelles pour aider les entreprises. Et là, on va parler d'un tout autre sujet. Encore, on repart un peu dans la science-fiction. J'aime bien ça. Et ce soir, vous aussi, vous aimez bien ça. C'est vous qui avez choisi vos projets. Alors, selon vous, est-ce que les machines peuvent arriver à, entre guillemets, comprendre le langage humain? Puis, qu'est-ce que ça veut dire comprendre? En tout cas, le projet qui suit nous a tous bluffés au sein de l'équipe pédagogique du wagon. Et c'est le cas de le dire. Jugez par vous-même l'incroyable performance de Content Lie Detector, un projet avec Yanis, Nadège, Clément et Vincent. Salut tout le monde, j'espère que vous m'entendez super bien. On est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez super bien. Très honoré, très fier de vous présenter aujourd'hui notre projet. Donc rentrons directement dans le vif du sujet. On est parti. Et le sujet du jour, c'est les fake news. Alors qu'est-ce que c'est qu'une fake news? C'est extrêmement simple. C'est une information qui est factuellement fausse. Et le but d'une fake news, c'est de manipuler ou tromper le public. Donc en français, un synonyme qu'on utilise beaucoup, c'est infox. Voilà. Pourquoi ce sujet?
Je pense que vous le savez tous, on utilise de plus en plus les réseaux sociaux pour s'informer, réseaux dans lesquels il y a de plus en plus de fake news qui sont très durs à détecter. On a pu le voir très récemment avec les élections américaines ou encore dans le contexte du Covid et de la vaccination. Il y a beaucoup d'infox qui sont partagés, ce qui est super dangereux pour les démocraties. Donc on s'est dit qu'avec les 9 semaines du wagon, on allait essayer de résoudre en partie ce problème et de voir ce qu'on pouvait faire. Donc un chiffre clé qu'on souhaitait vous partager, c'est 30% des Français qui admettent avoir partagé déjà une fake news sur les réseaux sociaux. Donc c'est super inquiétant et je pense que ce chiffre est très parlant. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé dans la branche de l'intelligence artificielle qu'on appelle le Natural Language Processing, ou NLP, qui consiste à étudier comment les machines peuvent comprendre et interpréter le langage des hommes, donc ici le texte. Donc l'objectif, c'est de construire des systèmes capables d'accomplir des tâches. Je pense que vous connaissez tous super bien Google Traduction, qui automatise la traduction de texte. Bah, ça, c'est du NLP. Nous, ce qu'on a fait, c'est un peu différent. On a fait de la classification de texte. Donc, je pense que maintenant, vous commencez à comprendre ce qu'on a fait. On enlève le suspense. Et voici notre produit. C'est Naldo, notre détecteur de fake news. Je pense que le plus simple, c'est de directement aller sur Google Chrome, vous montrer en live comment ça marche. Alors, ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a développé une application qui est intégrée directement dans Google Chrome, donc on peut utiliser de partout. Et ça tombe bien, moi j'ai un pote à moi qui est un peu parano en ce moment avec le Covid, et il m'envoie pas mal de fake news un peu bizarres sur plein de thèmes, et j'aimerais bien pouvoir vérifier si c'est vrai. Il s'appelle Clément, je pense que vous le connaissez. On va aller voir. Donc voilà, c'est un article qui dit que la Terre sera dans le noir pendant une semaine en décembre. Je pense qu'on peut tous deviner que c'est une fake news. On va voir si ça marche. Donc ici, j'appuie là et j'ai mon extension qui apparaît. Donc je vais pouvoir parler à Naldo. J'ai juste à appuyer ici. Et derrière, il va me faire une prédiction. Et voilà. Ici, il m'indique qu'il y a un risque de fake news, ce que je peux voir ici écrit en gras. Et on a un chiffre qu'on appelle un indice de confiance. Donc plus il est proche de 0, plus c'est une fake news. Plus c'est proche de 100, plus le risque est faible. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on peut avoir même plus d'informations, plus de transparence sur ce que fait Naldo, notre algorithme. Donc on peut voir ici quel mot il a jugé en priorité pour se décider et m'affirmer que c'est une fake news. Donc ici, c'est surtout les mots will, dark, NASA et alert qui l'ont notamment fait pencher vers une fake news. Donc pour vous montrer que ça marche aussi dans la vraie vie, on va aller sur le site de la BBC. Je pense que vous connaissez tous, c'est un journal anglais, si je ne dis pas de bêtises. On va se prendre une news, celle-ci. C'est une news qui est vraie. Malheureusement, j'aurais souhaité qu'elle soit fausse. On va voir si Naldo est capable de ce niveau de subtilité. J'appuie. Et yes, il a bien compris que c'était une real news. Il me l'indique. Et encore une fois, je peux voir ici les mots qu'il a pris en considération dans le titre pour se décider. Donc voici pour la démo. J'espère que ça vous a convaincu. On va revenir sur les slides. Hop, comment ça marche en fait l'extension? C'est super simple. Nous, on a créé une extension en plusieurs langages, JavaScript, etc. En fait, tout ce qu'on fait, c'est que quelle que soit la page sur laquelle l'utilisateur est, on va récupérer le titre et le contenu qu'on va envoyer quelque part dans une API. Donc, c'est un endroit dans le web où on a stocké un modèle, un algorithme, Naldo, qu'on a entraîné. Et donc, Naldo, ce qu'il fait, c'est qu'il va récupérer ce contenu qu'on lui envoie, il va l'analyser pour nous renvoyer une prédiction. Donc ici, que ce soit une fake news ou une real news. C'est vraiment simple, et c'est ce qu'on a fait en 2 semaines. Donc voilà, maintenant, je vais laisser Nadège sur scène reprendre la main et vous expliquer en détail la partie de l'entraînement et de la construction du modèle. Merci à tous. Salut. Merci Yanis. Est-ce que vous m'entendez tous bien? Super. Bon, alors à moi, la responsabilité de vous expliquer un petit peu ce qu'on a travaillé pendant ce projet et les 3 grands axes de travail sur lesquels nous avons évolué. Alors, la première partie de notre travail, elle a été autour du choix des données. Donc, on avait 4 datasets dans les mains qui avaient tous des tailles, des particularités variables, des caractéristiques, par exemple, on en avait qui parlaient de la santé, qui parlaient de politique, et on a cherché en fait à sélectionner les données qui nous permettraient de généraliser au mieux notre modèle. On s'est concentré, en fait, ces 4 datasets avaient également en commun, pour le coup,
le fait d'être tous composés de la même façon. Donc, vous aviez le titre d'un article, son contenu, et puis on avait vraiment de vrais experts en fait, qui étaient passés les labelliser pour en fait, nous dire si c'était des news qui étaient vraies ou si elles étaient fausses. Donc, quand on a choisi nos datasets, derrière, on a travaillé sur l'entraînement de nos modèles. Alors, de nos modèles, il faut retenir 2 choses, essentiellement. La première chose, c'est qu'on a lancé en parallèle 4 approches. Une approche de machine learning classique pour se faire une baseline, une approche de deep learning en RNN avec un embedding en fait, qui était fait a priori avant le lancement du modèle, une approche en CNN, donc un réseau convolutionnel, comme vous avez été nombreux à les travailler, et cette fois avec une couche d'embedding qui a été faite à la main par nos soins et qui était incluse dans le modèle. Le dernier algorithme qu'on a essayé de travailler, ça a été l'algorithme BERT, donc un petit peu la star de Google, qui a la particularité d'être bidirectionnel, c'est-à-dire qu'il lit le texte de gauche à droite, mais aussi de droite à gauche. BERT, c'est un modèle sur lequel on n'a pas réellement réussi à atterrir parce qu'il était assez conséquent et qu'on n'avait probablement pas assez de temps et pas assez de données pour en faire quelque chose d'intéressant. Du coup, notre choix, comme vous le voyez, les meilleures performances qu'on a obtenues, on les a obtenues sur le modèle de deep learning en CNN et on a regardé 2 métriques. En fait, ce qu'on voulait, c'était faire un robot qui soit plutôt prudent. On préférait, d'un point de vue produit, qu'il invite le lecteur à s'interroger et qu'il lui dise, même s'il n'était pas très sûr, va te renseigner, je ne suis vraiment pas à l'aise. Et donc, on a scoré d'abord notre algorithme au recall. Sauf que dans la pratique, en fait, c'est assez facile d'obtenir un recall de 100%. Il suffit de dire que toutes les news soumises sont des fake news. Donc, d'un point de vue usage utilisateur, ça n'aurait pas été optimal, puisque l'utilisateur se serait retrouvé toujours avec des fake news. Donc, en fait, on a balancé ça avec une étude de l'accuracy qui nous permettait, par exemple, là, dans le cas de ce modèle CNN, une accuracy à 84%, ça veut dire que dans 8 cas sur 10, l'algorithme classifie de façon efficace une news en tant que fake ou real news. Sous le capot, je vais essayer de vous expliquer un petit peu rapidement ce qui se passe dans cet algorithme. En fait, on a fait un embedding de dimension 5. Donc, on a testé à peu près 1500 modèles en changeant des hyperparamètres. Pardon ? Ouais. En changeant plein d'hyperparamètres pour être sûr qu'on faisait le meilleur des choix. Et finalement, donc on s'est arrêté sur une dimension 5, ce qui n'est pas énorme, mais qui était suffisant et efficace en termes de performance. Donc comment ça marche ? En fait, on prend une phrase, on la décompose sous forme de mots, et tous ces mots, on va les transformer en vecteurs de dimension 5. Dans un temps 2, on va utiliser un kernel de 2. Alors ce kernel, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut dire qu'on déroule la phrase et qu'on sélectionne chaque mot avec son mot adjacent et qu'on va effectuer une opération mathématique là-dessus. C'est un petit peu comme une loupe afin d'attribuer à cette paire de mots un score. Et donc, on reproduit, si vous voulez, on déroule tout le texte et on attribue à chaque ligne un score. Et ça, on l'a fait sur 16 filtres. Donc, on l'a refait, si vous voulez, encore en profondeur. Et à la fin, à l'aide des 16 interprétations de la phrase qui ont été faites, donc ce que vous voyez en bleu, mais vous l'imaginez 16 fois, l'algorithme, avec une couche de classification, prend une décision et nous dit s'il s'agit d'une real ou d'une fake news. Dans ce cas-là, Donald Trump est le président des États-Unis, c'est une real news, au moins pour les 15 prochains jours. Quand on a travaillé sur Naldo, en fait, on a eu pas mal de problématiques autour de l'explicabilité de nos résultats. Parce que quand on teste des modèles, et 1500 modèles notamment, ça peut avoir un petit côté un peu black box. En fait, on rajoute des couches, on enlève des couches, mais on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Enfin, concrètement, sur le texte, qu'est-ce qui fait que l'algorithme il finit par voter pour une fake news ou une real news? C'est pas très clair. Et donc, pour ça, en fait, c'est la fonctionnalité qu'Yanis vous a montré tout à l'heure. Ce qu'on a fait, c'est qu'en fait, on a récupéré les scores de Naldo au niveau de la dernière couche de réseau convolutionnel et on s'en est servi pour coloriser ces mots afin d'indiquer quelle partie de la phrase avait conduit Naldo à prendre sa décision. Pour conclure, alors je vais vous faire un portrait robot du robot.
Parce que nous, on l'a fréquenté 15 jours. On était hyper curieux de savoir comment est-ce qu'il fonctionnait. Et ce qu'on retient de la personnalité de Naldo, c'est d'abord qu'il est complètement parano. Alors, on vous l'a dit, on a choisi l'algorithme en l'évaluant au recall, et donc on a un robot qui a plutôt tendance à classifier les choses en fake news. On a aussi compris qu'il n'aimait pas la police, enfin pas le FBI. Et à chaque fois que le FBI est mentionné, il nous classe la nouvelle en fake news. Enfin, on a aussi compris qu'il est anticommuniste et qu'à chaque fois que la Chine, la Russie ou la Corée du Nord sont mentionnées, pareil, c'est de la fake news. Alors les deux petites anecdotes finales, en fait, elles étaient surtout là pour vous dire que Naldo, c'est un robot de son temps. On l'a entraîné sur des données politiques qui dataient de 2016-2018, ce qui correspondait à la campagne Trump-Clinton. Et du coup, dans ce contexte-là, il y avait eu un gros scandale autour du FBI et également dans un contexte d'élection présidentielle en général, quand on mentionne les puissances étrangères, c'est plutôt pour des sujets polémiques. Et donc, cet algorithme a appris en 2016-2018 à une vision du monde de 2016-2018, ce qui en 2020 fait probablement de lui un boomer. On remercie le wagon pour ces 9 semaines incroyables. On remercie toute notre équipe de profs incroyables également. Et on pense très particulièrement à Mathieu, qui nous a soutenus sur ce projet d'une façon remarquable. Ok. J'aurais jamais cru pouvoir me faire attendrir par un robot. Non, je déconne. Hein. Bon, on vous a gardé le meilleur, pas le meilleur, le plus festif pour la fin. C'est vous qui déciderez si c'est le meilleur ou pas avec les applaudissements, on verra. Le plus festif pour la fin, qui prouve que la data, ça peut aussi être autre chose que de la politique, des crimes. En tout cas, ça peut être fun. On va parler musique, on va parler ondes sonores, plus précisément. Et oui, c'est là que c'est beau. On va parler Spotify avec Achille, Alexis, Élise et Achot. À vous de jouer. Alors merci Bruno Lajoie. Je vais commencer par vous parler d'un problème qu'on a tous eu ici. Je suis en train d'écouter la dernière chanson incroyable de Bruno Lajoie et je me dis c'est vraiment dingue, j'ai envie de la réécouter, je vais la liker et comme ça je pourrai la réécouter après. Problème, ma playlist avec mes titres likés, il y a 7000 chansons. Elles ont rien à voir entre elles, rien à voir en termes de genre, rien à voir en termes d'émotion et je me dis, enfin jamais je la réécouterai et donc je me dis vraiment j'aimerais bien avoir quelque chose qui automatiquement classe mes chansons par leur genre, et pas forcément les genres donnés par Spotify, mais aussi des genres que moi je veux, je sais pas, chill, soirée ou pickle pour citer un projet d'avant. Donc on s'est dit ce serait quand même vachement cool. Et ben nous on l'a fait. Donc on va vous montrer, on va rompre la règle qui dit qu'on doit jamais faire de démo live parce que ça marche jamais. On va aller sur Spotify. C'est mon Spotify, on va liker des chansons, donc par exemple une chanson rock, voilà, Arctic Monkeys, Do I Wanna Know, et puis la chanson de l'été, on va dire Bande Organisée par exemple, et on va voir ce que ça sort, donc c'est bien dans mes titres likés, si on descend un peu, voilà, c'est les deux plus récents, et là on va sur notre site il s'appelle Earworm, donc quand on va sur le site, on s'authentifie sur Spotify. Nous, on s'est déjà authentifié parce que sinon, ça allait prendre trop de temps. On clique pour lancer la prédiction. Donc, très vite, comment est-ce que ça marche ? Donc, on se source sur la playlist de titres likés. On extrait des spectrogrammes, qui est une donnée sur laquelle notre modèle il va tourner. Et on fait des prédictions de genre. Nos prédictions de genre, parce que nous, on ne veut pas les prédictions de genre Spotify. Parce que les prédictions de genre Spotify, rap Marseille et rap conscient, jamais j'ai envie d'écouter ça. Donc, le site, il a prédit. Et là, on voit voilà, les deux chansons qu'on vient de liker. Bande Organisée, bon, il dit que c'est du hip-hop. Le genre Spotify, c'est French hip-hop. Si vous connaissez, normalement, c'est du hip-hop. Do I Wanna Know, il dit rock, etc. Et ensuite, on remonte. Il y a les petits boutons. Par exemple, je veux créer une playlist hip-hop. J'appuie sur le bouton hip-hop. Je vais dans mon Spotify. Suivez-moi. Hein. Je vais dans mon Spotify et j'ai une playlist hip-hop qui s'est créée avec la chanson. Et ça, c'est classe. Alors, tout ça, comment ça marche ?
Alors tout d'abord, sur quoi est-ce qu'on a entraîné le modèle? Donc on l'a entraîné avec Spotify. On a pris 3500 samples de 30 secondes classés par genre, Spotify. On a fait du processing dessus avec une librairie qui s'appelle Librosa. On a eu un modèle, on sort le modèle, on le sauvegarde. Maintenant, si on veut pouvoir lui parler par Internet, il faut en faire une API. Donc on l'a mis dans un container Docker, on l'a mis sur Cloud Run, et maintenant, top, on peut y accéder par Internet. Ensuite, on a fait le site. Principalement Elise, mais bon, on a fait le site quand même. Je vais dire on. Et on va appeler 2 API différentes. D'abord, l'API Spotify de tout à l'heure, parce qu'il faut pouvoir prendre les titres likés et prendre le MP3 sample qui dure 30 secondes qui permet de faire la prédiction, et puis la nôtre pour faire la prédiction. Et voilà. Et donc on a ce qu'on vous a montré tout à l'heure. Donc pour l'instant, c'est un petit peu magique. Mais pourquoi est-ce que le spectrogramme permet de classifier les chansons entre elles et du coup de remonter au genre? Alors, désolé pour ceux qui ont fait pas mal de physique, mais en haut à gauche, on a un signal audio classique. Il a une période, parce que c'est la note. Il faut savoir que tout signal périodique, qu'il soit sinusoïde ou pas, on peut le décomposer en une somme de sinusoïdes qui ont des fréquences différentes. Et notamment, il y a une de ces sinusoïdes qui est celle qui a la fréquence la plus basse. Oui, c'est ça, la plus basse, pardon. Mais la période la plus longue. Et vous l'avez probablement déjà entendu, cette sinusoïde, la fréquence de cette sinusoïde, c'est ce qu'on appelle le fondamental. Et le fondamental, c'est ce qui fait la note. C'est ce qui fait que c'est quand même un La, que ce soit moi qui le chante ou que ce soit Ashot qui le chante, on aura le même fondamental. Ce qui change le timbre, c'est-à-dire ce qui fait la différence entre deux La, c'est les rapports d'amplitude entre les harmoniques. Donc par exemple, Ashot, il a une voix super grave. Si ça, c'était comment dire, un schéma qui représentait sa voix, son harmonique 2, peut-être qu'elle devrait être encore plus haute, et la mienne, qui est une voix fluette, devrait être beaucoup plus bas. Voilà, vous avez l'idée, je pense. Donc à partir de là, on vous rappelle ce que ça nous donne. Jusque-là, dans l'explication, on part d'un signal audio, on arrive en gros à... Ça nous montre fréquence par fréquence pour un moment, ça nous montre fréquence par fréquence les amplitudes relatives des harmoniques. Ok ? Jusque-là, c'est bon ? À partir de là, on arrive à un spectrogramme, c'est-à-dire qu'on le fait pour tous les pas de temps qui sont dans les chansons. Et donc, en vertical, là, on a les fréquences. En horizontal, on a le temps. Et plus c'est rouge, plus il y a une grosse amplitude. Donc, on va vous montrer... En fait, on a mis Casse-Noisette. Ça, c'est le spectrogramme de Casse-Noisette de la seconde 7 à la seconde 17. Vous allez vous rendre compte que les premières 3 secondes sont vachement différentes des 3 secondes d'après. Donc, vas-y, Ashot. J'espère que vous allez bien l'entendre. Ah, si vous allez à du direct. Voilà. Voilà. Donc on voit que là, il y a des vents, il y a des cordes qui arrivent, et donc on a des fréquences plus hautes qui ont des amplitudes plus hautes. Et là, on le voit très bien sur le spectrogramme. Donc ça, c'est bien gentil, mais bon, on a pris des samples de secondes, on est arrivé à des spectrogrammes. Maintenant, comment est-ce qu'on classifie les chansons? Il y a 2 chemins qui viennent un petit peu. Il y en a un qui vient tout seul et un autre qui est un peu plus compliqué. D'abord, c'est si ça classifie parfaitement les chansons, pourquoi on ne ferait pas juste de la reconnaissance d'image là-dessus et puis on a les genres? On l'a fait, on va en parler plus tard. Autre chose, il y a des librairies qui permettent de pré-processer ça pour que ce soit un peu plus efficace, qui permettent en fait de transformer un spectrogramme en un tableau avec, ici, 518 features numériques. C'est des trucs probabilistes. Voilà, il y en a un qui s'appelle Spectroid Central, etc. Bref, c'est la carte d'identité de la chanson. Maintenant, il faut choisir entre ces 2 modèles. Le modèle de Deep Learning et le modèle de Machine Learning. Ils ont la même performance. Le seul truc, c'est que celui de Deep Learning, il pèse 400 mégas et celui de Machine Learning, il pèse 1,5 méga. Donc on a pris celui de Machine Learning. Les performances maintenant. C'est là qu'à l'applaudissement, on va savoir si on est les meilleurs ou pas. On a, avec un Extreme Gradient Boosting Classifier, XGBoost, on a une précision de 86%. Et donc, juste pour expliquer un peu le tableau, en vertical, c'est les genres réels, et en horizontal, c'est ce qu'on prédit. Donc, par exemple, pour le hip-hop, si c'est une chanson de hip-hop, 90% du temps, on va dire que c'est du hip-hop, 6%, on va dire que c'est de la pop, etc. Je pense que vous avez compris. Et donc, la diagonale, c'est la précision. Et là, on remarque qu'il y a 2 genres qui sont un peu moins bons. Ils ont 10% de moins que les autres. Ils sont à 75 au lieu d'être à 85, quoi. Et surtout, souvent, on prédit l'autre quand on devrait prédire l'un, et on prédit l'un quand on devrait prédire l'autre. Donc on a essayé de comprendre pourquoi c'était ça. Et donc on a fait une petite visualisation. Donc en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure,
il y avait 518 features numériques dans notre modèle. On ne peut pas vous le montrer parce que malheureusement, on voit qu'en 3 dimensions. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a réduit ces 518 dimensions dans les 3 dimensions qui expliquaient le mieux la différence entre les genres. Et donc là, on peut même bouger dedans et tout, c'est hyper stylé. Et on voit bien le classique qui est en bleu ciel, là, qui est clairement séparé des autres. On voit le jazz en orange qui est clairement séparé des autres. Et puis là, de ce côté-là, on voit qu'il y a un petit blob, mais en fait, c'est 3. En vert, c'est l'électronique. En violet, c'est le hip-hop. Et puis, on retrouve les deux qui nous ont un peu saoulés, la pop et le rock, qui sont, bah là, on les voit, ils sont confondus les uns au-dessus des autres. Donc, c'est déjà pas mal qu'on arrive à les prédire. Je sais que c'est ça que vous êtes en train de penser. Et en fait, on a un peu réfléchi et on s'est rendu compte que, notamment quand on prenait des chansons pop d'il y a 20 ans, en fait, ils les prédisaient en rock. Parce que la pop d'il y a 20 ans, en fait, c'est du rock actuel, plus ou moins. Et vu qu'on l'a entraîné sur des chansons actuelles, bah forcément, il prédit du pop. Le modèle, il est intelligent, mais pas vraiment non plus. Donc voilà, merci beaucoup. Et ce site, il est accessible par n'importe qui. C'est earworm.fr. Vous pouvez y aller, vous connectez à votre Spotify et vous pouvez prédire. Merci beaucoup. Et voilà, déjà 9 semaines de travail viennent de se terminer. Je pense que vous pouvez leur faire un ouragan encore d'applaudissements. Vous pouvez les applaudir, les féliciter. Un immense bravo à vous toutes et à vous tous. Vous avez fourni un travail assez incroyable. Je pense que tout le monde peut s'en rendre compte ce soir. Vous nous en avez mis plein les yeux ce soir. Toute l'équipe du wagon est super fière de vous. Je pense que vos professeurs sont très 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 fiers de ce que vous avez accompli aujourd'hui, ce soir. Et à défaut de faire monter tous les étudiants sur scène, on va vous partager une photo de nos stars du soir. Comme ça, vous allez pouvoir continuer de les applaudir encore et encore. Et on va aussi remercier l'équipe iconique et légendaire du wagon, les professeurs et professeurs assistants qui les ont soutenus du coup pendant ces 9 dernières semaines. Préparez-vous à retourner le wagon et sur Facebook, bien sûr, chez vous aussi. Le chat et les commentaires. Merci à Kevin, Bruno, Gaëtan, Damien, Davy, Adrien, Igor, Kersien, Mathieu, Soumia, les 2 Alexandre, Christophe, Edgar, Héloïse, Gabriel, Michael, Nicolas, Paul, Emmanuel et Ségolène. Merci au staff du wagon également. Et encore une fois, je vais vous dire un énorme bravo pour ce que vous avez fait ce soir. Vous nous avez enchantés, vous nous en avez vraiment mis plein les yeux. Merci beaucoup de votre attention chez vous. On a été ravis de vous avoir avec nous ce soir. On vous souhaite de passer une super belle soirée et de très très belles fêtes. Nous, on se retrouve à la rentrée.